Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la pensée des critiques, je ne suis pas seul. À mes côtés va apparaître comme par magie l'ami Romain. Ah c'est par là. Rimbaud. Voilà. Magie de Mickey, hein, évidemment. Comment vas-tu? Ça va très, très bien. Très heureux d'être de nouveau là pour, miquer de nouveau. Ça va Oui, devenir un verbe, hein, bah, ça va miquons. voilà, nous allons Mickey ensemble, évidemment, pour parler cinéma. Et c'est peut-être, je sais pas, on va bientôt approcher la quinzaine de vidéos. On avait commencé par Audition, il fut un temps. Ouais, Et mine de rien, ici, on va parler du plus récent qu'on a évoqué. Jusqu'ici, parce que c'est un an après sa reprise d'Harakiri, on oui. va évoquer Lesson of the Evil, ou en japonais, Aku no Kyoten, voilà, sorti en 2012. Donc c'est quand même, c'est du Mickey. Bon, c'est pas le plus récent qu'il ait fait, évidemment, parce que depuis, il a dû faire 20 films, je sais pas. Non, il s'est un peu calmé ces dernières années quand même, mais c'est un monsieur très prolifique, hein, et voilà. Alors là, nous sommes en version slasher particulier avec une sorte de psychopathe tueur en série. Adapté d'ailleurs, cette histoire d'un roman, alors light novel, hein, c'est un petit peu roman pour jeunes adultes avec des illustrations, et qui a donné aussi lieu la même année à une série de mangas. Ça a commencé aussi à être adapté en même temps en manga. Est-ce que le premier volet du manga était déjà sorti quand le film était réalisé? Je pense pas, mais en tout cas, c'est un roman à la base qui est assez riche, évidemment, et donc il fallait l'adapter au cinéma. Ça, on en reparlera de la richesse ici de l'adaptation. Et donc, alors, pour jouer le rôle principal, qui est professeur, enseignant, comme nous, donc ça nous touche particulièrement, ce film. Nous avons Hideaki Ito, qui était le héros, hein, je crois que c'était lui, Django, dans le Django de Takashi Miike, dont nous avons parlé ensemble il y a quelques mois maintenant. Et on a aussi la présence de Takayuki Yamada, qui fut un des héros de Cloud Zero. Et ici, il joue un prof. Donc voilà, c'est une transmission. Il était lycéen, il devient prof, etc. Voilà. Et quelques jeunes acteurs aussi qui peut-être débutent ici à l'écran pour jouer les plus jeunes, parce que ça se passe dans un cadre lycéen évidemment, où on va suivre un enseignant, mais alors qui a tout pour plaire. Hein. C'est pas Great Teacher Onizuka, c'est un petit peu l'inverse d'ailleurs, mais cette idée de il est adoré, quoi, il est adulé, il arrive même avec ses collègues à faire passer quelque chose. Il veut régler les problèmes. On sent que c'est un peu le chevalier servant, chevalier blanc de cet endroit. Il y a des problèmes de harcèlement, de triche, etc. Sauf que très vite, dès le début, on comprend, lors d'une scène d'intro, il n'y a pas de suspense là-dessus, mais on comprend qu'il n'est pas si gentil que cela. Derrière le masque, parce que là, on est vraiment dans le masque, hein, une sorte de persona, peut-être, se cache un psychopathe absolu, voire même un sociopathe, disons-le, qui va élaborer des plans pour éliminer les personnes qui le gênent, c'est-à-dire plus ou moins tout le monde dans ce lycée à un moment. Et il va les faire même passer certains pour des suicides. C'est intéressant parce que ça va convoquer de la littérature, de Goethe notamment. Et en plus, il y a de la musique. Donc, il y a beaucoup d'art convoqué. Mickey sait jouer avec cela. On apprendra quelques petits trucs sur le passé aussi de notre héros, mais ça, on le glissera plutôt dans la zone spoiler, peut-être, parce qu'il y a quelques moments assez visuellement intéressants. Et c'est un film donc où on va voir un homme qui va jouer le jeu du chat et de la souris, si vous voulez. C'est pas Battle Royale, mais par moment on pourrait aussi faire des liens avec Battle Royale. Et le but du jeu, c'est qui va survivre à ce tueur. Et est-ce que ce tueur va arriver à ses fins? Quelles sont ses fins aussi? Très bonne question. Ça, on y reviendra aussi, parce que professeur de philosophie ici, présent, il y a des choses à dire. Moi, professeur d'anglais, je suis le professeur du film. Hein. Je suis un professeur d'anglais. Voilà, donc on a les magnificent, excellent, comme il dit souvent. Alors, nous découvrons ce film. Je crois que c'est la première fois qu'on découvre un Mickey ensemble. Non, peut-être pas. Il me semble qu'il y avait déjà sur Harakiri, on découvrait ensemble Il aussi. me semble aussi, oui, Voilà. pour le Harakiri, il me semble. Et de Bird People of China aussi, qu'on a fait la fois d'avant. Non, toi, tu l'avais déjà vu, je crois. Je sais J'avais plus. déjà vu celui-ci, ouais, ouais. C'est intéressant parce que c'était le plus ancien qu'on avait évoqué. Là, c'est le plus récent qu'on évoque. Mais quel est ton avis sur cette découverte, à mon avis, fascinante d'une certaine manière, de ce Lesson of the Evil? Bah, écoute, alors j'ai découvert c'est bête de savoir comment j'ai découvert parce que je l'ai vu, le film dure 2h10, un peu plus de 2 heures et je l'ai vu en 2 parties parce que globalement, en fait, question de temps, d'emploi du temps. J'ai vu les 40 premières minutes, j'ai fait une pause un certain temps et j'ai vu l'heure et demie qui restait. Alors je t'avoue, en fait, que les premières 40 minutes, m'ont laissé un peu circonspect. Je me suis trouvé dans une situation un peu délicate, parce que je trouve que le film, pour le coup et ça s'est un peu renforcé après. Alors, c'est quand j'ai vu la deuxième partie, j'ai compris pas mal de choses évidemment, qui étaient, finalement amorcées énormément dans la première partie et en même temps, paradoxalement, je trouve que c'est un film qui, je trouve
très intéressant, on va en reparler pourquoi, je trouve qu'il est fascinant sur plein de points et j'aime beaucoup la deuxième partie pour le coup. Je trouve que la première partie mériterait d'être un peu resserrée. Je trouve qu'elle est un peu laborieuse, vraiment les 40 premières minutes, c'est compliqué. Alors la photo est nickel, c'est très bien mis en scène comme d'habitude, il y a aucun souci. Il y a une profusion de personnages. En fait, moi, le problème que j'ai eu avec cette 40 premières minutes, c'est qu'il y a un problème, une difficulté. Il y a on parlera pas du climax tout de suite, mais grossièrement, il y a quand même une manière de préparer ce climax qui est importante. On est dans tu le disais, dans un cas de lycéen, donc il y a plein de persos et parce qu'il faut une attache émotionnelle pour la dernière partie, il faut tous les présenter et c'est difficile. Il y en a quelques-uns qui l'introduit et qui caractérisent de manière très rapide avec juste des petits éléments qui sont un peu artificiels. Bon, je pense à ce personnage notamment qui doit aller dans une fac en particulier et cet élément va être vraiment, de manière vraiment très directe et un peu maladroite, vraiment réamorcé dans un moment du climax aussi. Donc il y a des choses, en fait, il essaie de créer en fait des personnages détaillés assez rapidement pour pas que ça prenne trop de temps non plus, mais qu'on ait quand même une emphase émotionnelle qui soit vraiment qui fonctionne à la fin. Donc c'est pas toujours très réussi. C'est difficile en fait. Je trouve que par exemple, tu parlais de Battle Royale, il y a quand même ce truc-là. Dans Battle Royale, il y avait beaucoup de personnages. Et pourtant, il arrivait, Fukasaku, à suffisamment finement écrire le truc pour que tous ces personnages-là, tu arrives au moment où le massacre, on va dire, commence, à ce que tu te retrouves à peu près partout avec tous les persos et que tu aies de l'empathie pour à peu près tous, ou de l'antipathie pour les autres aussi d'ailleurs, quand ils vrillent, quand il y a des inversions de caractère, etc., auxquelles tu t'attendais pas. Là, c'est un peu plus compliqué. Et en même temps, quand j'ai donc enchaîné avec la deuxième partie, avec cette première partie que j'ai trouvée un peu laborieuse, elle a pris sens malgré tout, et ça a fonctionné. Et j'étais pour le coup vachement étonné de la deuxième partie. Je trouve que j'ai, de manière un peu aléatoire, un peu hasardeuse, j'ai coupé au moment où il fallait, parce que vraiment c'est là que le film se passe à autre chose presque. Et là, j'ai retrouvé dans cette seconde partie quelque chose qui est pour le coup très Mickesque. Il y a des plans que je trouve vraiment hyper cool. Il y a même des éléments horrifiques qui sont hyper chouettes. Je pense notamment à, sans spoiling, hein, il y a juste par exemple un plan sur un œil dans une bouche qui ressemble beaucoup à un plan. J'avais revu Houseu il n'y a pas très longtemps avec cette séquence de repas, avec la tante qui a un œil dans la bouche aussi. Il y a plein de petites choses comme ça assez chouettes, un peu gore. Il y a des éléments qui sont très Cronenbergiens. Euh, Avec un fusil qui ramène pour moi obligatoirement, ça peut pas être autrement un Vidéodrome de toute façon, avec cette arme qui fusionne avec la main de James Woods aussi, qui est dans son délire justement, et on a cette porosité entre la fiction et la réalité, entre la folie et ce qui se passe véritablement. Donc c'est hyper intéressant. Je trouve que pour le coup, la deuxième partie m'a vraiment complètement emballé et complètement embarqué. J'ai eu voilà ce petit problème sur le début et je trouve voilà qu'il y a quelque chose de laborieux et en même temps il y a des choses intéressantes parce que je trouve quand même il y a cette vie au lycée d'un côté et puis effectivement on passe beaucoup de temps à nous montrer et c'est pour ça que j'y vois pas mal d'auditions quand même sur ce truc-là en fait. Alors évidemment le propos n'est pas le même, c'est pas le même personnage etc. Mais je trouve que même dans la construction du récit en fait on a quelque chose de très très lent et finalement de très quotidien avant de basculer extrêmement brutalement dans l'horreur comme le faisait Audition et avec en plus dans Audition ces moments où on basculait entre l'imaginaire et la réalité entre la perception d'Asami pour le coup et la perception de Ryo, enfin de, je sais plus comment ça s'appelle, de Ryo et le personnage principal. Et il y avait ce truc-là, ce balancement continu, et pour le coup, je trouve c'est très ressemblant, et notamment, il y a ces plans un peu étranges où on voit ce qui se passe dans l'antre, si je puis dire, du prof, qui est très prof sur lui. Tu parlais de la persona, du masque social, etc. Alors, il y a une affiche, en fait, qui convoque ce truc-là avec le personnage qui enlève un masque aussi. Et il y a ce truc-là où on découvre son antre, qui est une antre un peu délabrée, alors qu'il fait très propre sur lui, où il est tout le temps à poil, en train de faire des tractions. Voilà, où on travaille sur son corps aussi. Il y a tout un travail sur son corps qui est vraiment chouette. Et à côté de ça, voilà, il y a ces passages vraiment étranges qui me rappellent vraiment à ces moments où on voyait la persona d'Asami quand elle était avec cet homme qu'elle venait de rencontrer, où tout se passait bien. On avait ce semblant de comédie romantique un peu dramatique. Et les sortes de moments cet idéal se lézardait progressivement, quand on découvrait un peu l'endroit où habitait Asami. Et là, je trouve qu'il y a un peu ce truc-là aussi, avec la manière dont on va progressivement instiguer, même si effectivement, tu le disais, on le sait quasiment depuis le début, c'est pas du spoil, mais qu'il y a un problème chez lui. Et mais ça se lézarde de plus en plus, et la découverte un petit peu de son antre, moi, me fait penser à ça. Donc je trouve que c'est un film vraiment hyper intéressant. Et toi, qu'en as-tu pensé? Je vais te laisser rebondir. C'est intéressant parce que de Asami dans Audition à Asumi dans Oui, Lesson of the Evil, alors c'est un hasard, parce que c'est une adaptation tout et à tout, fait. hein, exprès. Alors moi, oui, c'est un film. Alors déjà, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnages, tant et si bien que quand tu arrives à la fin, il y a une sorte de showdown avec plein d'étudiants dans tous les sens, et même pendant, à certains moments, tu te dis, ouais, alors, ah ouais, alors c'est lui au début, celui qui triche, celui qui veut aller à la fac, machin. Et c'est vrai qu'on va peut-être manquer ici de précision dans l'écriture, parce que je pense que Mickey, c'est pas ça qui l'intéresse, c'est de construire le mal, enfin
tout à fait. Il a ce mal-là entre les mains et il a envie de jouer avec. Mickey, c'est un peu ça aussi. Il joue avec les conventions, les traditions japonaises, de facto, oui, dans un lycée, Mmh. avec l'uniforme et tout, avec les caractéristiques des étudiants japonais qu'on peut s'imaginer dans des lycées de manga et autres. Hein, c'est clairement ça, quoi. D'ailleurs, ça convoque Crowd Zero. À un moment, ils sont sur un toit. On est là-dedans, quoi. Mais c'est moins foufou que dans Crowd Zero, quand même. Hein, parce que là, c'est des lycéens lambda, en fait. Il y a bon, évidemment, il y a des cas de harcèlement et tout, quand même, un peu violents, bien sûr. Mais malheureusement, ça, c'est l'apanage de beaucoup de lycées, pas que au Japon non Mmh. plus. Et c'est vrai que l'introduction, en fait, c'est un peu entre deux eaux parce que le film ne cherche pas à faire de suspense, Mmh. particulièrement avec une scène d'introduction sur laquelle on reviendra dans un spoiler, mais il te joue un faux suspense avec ce prof proche des élèves. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que là, Ouais, ouais. as envie de te dire, c'est pas parce que tu es sadique, mais tu as envie de te dire, bon, là, il faut que ça pète, il faut que ça charque un peu, quoi. Et c'est vrai que tu es là entre deux ans en te disant, mais qu'est-ce qu'il veut nous montrer, Mickey, en fait? Il veut nous montrer que le mal peut se cacher partout et que le diable sait se parer des meilleures intentions aussi. Je pense que c'est psychologiquement qu'il le fait exprès, parce que déjà, il adapte quelque chose d'assez populaire, et il fait pas de mystère, mais il nous fait attendre. Il nous fait mariner clairement, et il nous fait vivre aussi ce lycée-là. Alors peut-être qu'il rate un petit peu de nous le rendre très organique avec ses personnages secondaires, donc les jeunes, peut-être par moment, mais il nous montre vraiment un vrai Japon là, avec quelqu'un qui semble vouloir tout régler les problèmes. Et Mickey peut-être sous-entend ici que celui qui veut vraiment tout régler et se mettre en avant comme cela, c'est pas forcément la Mmh. meilleure chose. Ça aussi, c'est un truc intéressant. Après, mon appréciation du film, c'est que c'est un crescendo, en fait. C'est un crescendo. Évidemment, arrivé au bout, on voit ce qu'on voulait voir. C'est assez particulier dans la mise en scène parfois, c'est-à-dire que ça lorgne déjà potentiellement vers du manga cinématographique, mais sans trop le Mmh. faire. On sent qu'il est déjà conscient que ça va être mis en manga. Et c'est intéressant parce que Ichi the Killer, il avait fait ça, mais enfin, c'était aussi Ouais, un ouais, manga à la base. tout à fait. Et je pense qu'il y a cette idée-là. C'est peut-être moins foufou quand même dans la mise en scène des meurtres que Ichi the Killer. Enfin, c'est pas forcément façon animée, façon manga, mais il y a des moments, dans les mouvements de caméra et tout, où il se passe des choses. Et c'est un Mickey qui a un petit peu vieilli, c'est un Mickey qui a maturé, donc il arrive à Mmh. rendre ça posé aussi à sa manière, parce que bah, on épouse le point de vue absolu du mal, donc de ce professeur. Mmh. Mais il y a, comme tu le dis, des moments d'intimité avec lui. Je parle vraiment des moments du présent, parce que il faudra qu'on y revienne sur ce qu'on apprend de lui d'avant, où on rentre dans une... Ouais, tu l'as dit, dans cette isolation absolue. C'est le sociopathe qui, une fois chez lui, et se met à nu d'ailleurs pour se délester de tout poids de cette société qui l'entoure, comme si une fois chez lui, bon, il enlevait son masque, mais il enlève aussi son autre lui, quelque part d'ailleurs. Et c'est terrible parce que pour lui, même si en fait c'est pas terrible parce que bah, c'est quand même un psychopathe, hein, mais on voit que une fois chez lui, il a besoin de lâcher quelque chose. C'est assez particulier. Mickey, il essaye à un moment de faire avoir de la fausse empathie, parce que c'est pas possible, Mmh. hein, envers un personnage qui, lui, en est dénué totalement. Et il questionne ici qu'est-ce que le mal, qu'est-ce que le monstre humain total. Tu parlais Mmh. de Cronenberg, bon, au-delà même du body horror avec l'arme. Parce que on peut penser à Tetsuo aussi, hein. Quelque Oui, part, quand il y a Mickey, Tsukamoto n'est jamais loin, parce que c'est des amis en plus dans la vraie vie. Et on peut le dire aussi, Tsukamoto, à mon avis, aime beaucoup Cronenberg, je pense. oui, Voilà. oui, Il y a et cette vice idée-là. versa d'ailleurs. Et c'est vrai que l'idée avec l'arme, etc., à la fin, où on rentre en fait presque dans une forme d'explication de son mal, peut-être que d'ailleurs là-dessus, il faudra qu'on en parle en zone spoiler, est-ce que c'est à droit d'essayer de vraiment donner quelque chose à ce niveau-là? Vu la conclusion, en plus, c'est à double tranchant, mais ça, il faudra qu'on y revienne. On reste vague pour l'instant. Mais bon, le charisme quand même de ce tueur, on peut dans la construction même, et Mickey se fait plaisir là-dessus, le mettre en parallèle avec des vrais tueurs en série de cinéma. C'est pas Hannibal Lecter, mais il y a cette classe quand même un peu. C'est pas, mais il y a ce côté, le gars hyper intelligent, hyper calculateur, qui en plus, voilà, il va les souffrances du jeune Werther, hein, c'est ça Oui, ça, ouais. le roman Qui de se Goethe. dit, ouais, ouais. Où il va apprendre ici quelque chose de la culture populaire que ce roman, il faut savoir, aurait poussé des jeunes à se suicider après sa parution par mode, en fait, par romantisme absolu. Et Mmh. là, il faut faire croire qu'il y a eu des suicides un petit peu en chaîne comme ça, parce que ça donne l'idée d'eux.
ce qui paraît un peu bizarre, c'est que la société japonaise, quand il y a des gens qui se suicident autour, là, les profs, et ils se posent pas trop la bonne question de suite, parce que après, c'est propre à la culture japonaise aussi. Là, on en revient à Battle Royale aussi, un peu, hein, avec le père Mmh. de Shuya qui se suicide, etc. Tout à fait, Mais ouais. c'est vrai que c'est intéressant de voir ce charisme-là du mal qui vient facilement pénétrer une société japonaise très, voilà, il y a une forme d'artifice derrière et ça semble facile pour cet homme de facilement, vraiment Mmh. retourner la situation à son avantage. Et là, on peut y voir chez Mickey, mais peut-être dans le roman de base aussi, un questionnement des fondements de sa société. On sait que Mickey, il questionne son Japon tout le temps, avec un côté conservateur parfois. Là, peut-être moins. Je ne sais pas. Il y a aussi l'influence américaine derrière, peut-être. Ça, il l'a rajouté. C'est pas dans le bouquin, je crois. Donc ça aussi, c'est intéressant. Mais je sais pas ce que tu en as pensé, toi, de ce charisme et de la construction de ce mal. On expliquera d'où il vient potentiellement et pourquoi. Mais qu'est-ce que tu en as pensé, toi, prof de philosophie? Je pense que le mal, ça doit faire partie aussi d'un programme large que tu dois étudier avec tes Mmh. élèves à un moment. Voilà. Qu'est-ce que tu penses là-dessus? Est-ce qu'il y a une ambiguïté ou tu penses que c'est un message hyper, on va dire, critique, hein, d'une certaine manière? Ou c'est juste Bah sa façon de voir l'humanité à Mickey aussi, peut-être? Mais tu disais un truc quand tu as résumé en fait le synopsis du film, tu as dit, il me semble, hein, je veux pas me mais tu as parlé du notre héros. Tu as dit notre héros en parlant du prof. Bah, Il y a eh quand même oui, cette, voilà, c'est ça qui est hyper parce qu'il nous intéressant, est c'est que les présenté comme héros, ça, même aux yeux des autres personnages, tout à pratiquement fait, jusqu'au bout, pour beaucoup, c'est le héros, quoi. tout à fait et nous on le suit plus parce qu'effectivement, c'est peut-être le côté réussi de ça, parce que quand je disais que pour moi il y a une sorte de c'est un peu laborieux cette manière de présenter ces adolescents, mais c'est aussi parce que je trouve que l'effet positif de ça, c'est que finalement on en sait très peu. Et donc, c'est pas forcément eux auxquels on va s'attacher, en fait, dans un premier temps. Moi, je me suis quand même surpris. Alors, c'est peut-être pas aussi habile que Rob Zombie quand il fait The Devil's Reject et qu'à un moment donné, il bascule le truc et que tu as une vraie empathie pour. Je trouve qu'il y a presque une empathie très sincère qui se produit pour ces personnages-là, étrangement. Alors, parce qu'il les met aussi il les met en contact avec un mal peut-être encore plus grand que eux, donc il te manipule à te forcer à aller dans le cadre de la victime, ce qui est devenu la victime et qui était avant les bourreaux. Et il y a quand même ce truc-là, effectivement, où, mine de rien, il arrive quand même à montrer, effectivement, je pense, la solitude est intéressante de ce personnage, qui est quand même esseulé, qui est sur le côté, qui est vraiment cette incarnation du laissé pour compte, qui effectivement a l'air presque plus sincère que tout le reste. Il y a ce truc-là, effectivement, tu parles de la société japonaise, il y a cette idée que c'est une société quand même qui est très, alors, sans essentialiser, parce que c'est pas je ne veux pas aller non plus jusque-là, mais il y a quelque chose qui est de l'ordre de la façade aussi. Tu parlais de la persona tout à l'heure. Et il y a ce truc-là où c'est le seul personnage dont on nous révèle véritablement ce qu'il est, en fait. Et je trouve ça vachement intéressant de montrer, de le faire. C'est le seul qu'on suit chez lui, par exemple. On disait ça tout à l'heure. Les élèves, on ne sait pas du tout comment ils sont à l'extérieur ou très peu. Il y a celle qu'il côtoie avec qui il va établir une relation. Mais le reste, on ne sait pas grand-chose des élèves. Et là, on a quelque chose où on a une accroche sur lui, en fait. Et c'est vraiment un héros pour le coup. Il devient le héros parce qu'on ne voit que son point de vue. Et quand tu parlais de l'arme, par exemple, moi, je trouve que c'est intéressant parce que c'est encore cette idée d'aller nous plonger encore plus dans son point de vue, qui est biaisé de la réalité, en fait. On nous montre qu'effectivement, euh, Bah, ce personnage, effectivement, est une incarnation du mal, mais on nous plonge quasiment dans le regard du mal, en fait. Je trouve que c'est intéressant, en fait, dans son point de vue biaisé qu'il a sur le monde. et devient son propre bras armé à lui, au final, parce qu'il y a ça aussi. Oui, Mais c'est intéressant parce que certains lycéens dont on apprend un peu certaines choses, soit ils sont victimes d'un mal tout à fait. sociétal, harcèlement, tout, soit bah, on se demande quel est le point de vue de Mickey là-dessus, mais il y a quand même de la relation professeur-élève là-dedans, mais y compris de Mm. notre héros, hein. Mais il y a aussi une autre relation qui est montrée. Et c'est intéressant. Bah, en fait, ce lycée, c'est un microcosme de la société, quoi. Avec Voilà. le côté japonais qui va pas forcément oser, on va dire, révéler certaines choses qu'il considère hors conformité. Parce qu'à un Mm. moment, il y a une relation entre un élève et un prof. Alors déjà, relation prof-élève, c'est difficile, mais on sent qu'il y a une honte japonaise derrière, et peut-être que ça, quelque part, il veut le dégoupiller, Mm. l'anti-héros, là, aussi. C'est-à-dire que peut-être qu'il renvoie ici, alors Mickey, à travers son anti-héros, au, à une forme d'hypocrisie de la société japonaise, ou une société japonaise occidentalisée aussi, je pense. Mais ça, on le voyait déjà dans ces films un peu de Yakuza et Mm. tout derrière. Il y a toujours, ça creuse là où le Japon veut fermer les yeux. Mm. Là où n'importe quel pays occidental aimerait fermer les yeux aussi. Mais Mickey, il est là, là-dessus aussi. C'est vrai Mais c'est que vrai que ce tueur-là, il a quelque chose de
vraiment cathartique en fait. C'est-à-dire que c'est le mal, c'est une incarnation presque abstraite du mal aussi, mais il y a quand même ce truc-là où il y a quand même quelque chose d'assez on parlera du climax, mais quelque chose d'assez jubilatoire en fait. Il y a vraiment une sorte de symboliquement, une sorte de déstructuration en fait de ce vernis, social et cetera, sociétal. Au sens effectivement, tu le dis, il y a c'est un microcosme aussi, c'est et dans Stuart, il y a cette idée d'aller exploser aussi ces trucs-là, parce qu'il explose littéralement tout cet apparat, et je trouve que c'est hyper intéressant, c'est hyper malin de jouer sur cette ambiguïté-là, parce qu'effectivement, c'est un monstre, c'est une incarnation du mal. J'aime pas le terme monstre, c'est une incarnation du mal. Ouais. C'est comme un fric, il y a un côté un peu fric chez ce personnage-là. Et en même temps, ce qu'il fait est quelque chose d'assez cathartique, parce qu'il y a ce côté effectivement où il va, encore une fois, de manière frontale, déstructurer, casser cette structure-là, casser, briser cette société pour mettre à jour en fait ce qu'il y a à l'intérieur et ce qui se terre dessous en fait. Donc c'est Ouais. presque une sorte de concept en fait, ce prof-là, au-delà d'être un. Parce qu'on pourrait, le film aurait pu être traité de manière très frontale, comme je sais pas, on parlait en off tout à l'heure de Gus Van Sant, tel qu'il le fait dans Elephant par exemple, où Oui. là, Bah, tiens. on présente de manière Ouais, factuelle, froide, et cetera. Là, c'est pas si factuel et froid. On est entre les deux, en fait. On est dans une forme de froideur et de brutalité qui fait que c'est quand même choquant. Et en même temps, il y a quelque chose, effectivement, tu disais, dans la mise en scène, qui est presque à la lisière du manga. On est vraiment dans un truc un peu hybride, qui fait que c'est à la fois un peu jouissif et drôle, et en même temps, t'es pas bien parce que tu trouves ça un peu jouissif et drôle, et t'as une sorte de culpabilité qui se produit qui est hyper gênante, en fait. puis tu un contexte réaliste là aussi, enfin, Voilà. hormis les visions de notre cauchemardesque, on va dire ça comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que oui, il se prétend être le mal épuré de tout ce qui pourrait être les petits mots de la société, en fait, qui combat justement ces mots-là, MAUX, hein, Mm. qui sont peut-être préconstruits par ce qu'il y a autour. Enfin, par exemple, le harcèlement, la tricherie, ça fait partie du mal, mais Ouais, le tout mal à fait. minuscule, quoi. Lui, c'est le mal majuscule qui veut s'imposer au-delà de ces mots de la société. Et Mm. pourtant, il y a une Tout à fait. contradiction dessus. Parce que ça, il faudra qu'on y revienne. Il y a quand même une contradiction dessus. Je ne sais pas si tu seras d'accord là-dessus. On en parlera en zone spoiler, mais voilà. Je sais pas si tu as. Ah oui, alors avant, je pense que ça va nous transitionner vers la zone spoiler. Parce que utilisation, donc on a dit, hein, souffrance du jeune Werther, ok. Bon. Mais il y a encore plus fort au niveau référentiel artistique. C'est un opéra, Oui, tout à l'opéra fait. de Katsu, hein, une comédie musicale, si on veut, de Bertolt Brecht. Brecht, voilà, c'est pas facile à prononcer. Qui, bon, voilà, avec un tueur en série, je crois que ça se passe à Londres et tout. Bon, voilà. Donc on voit le parallèle qui se fait là. L'histoire d'ailleurs d'un tueur qui s'appelle Mac, je crois, hein, c'est ça. Mac, ouais. Mackie en version allemande, mais c'est un Mac pour du coup pour les puisque ça se passe à Londres, qui lui aussi a le masque, c'est-à-dire que c'est un tueur qui ne paraît pas comme ça, mais qui tue. Donc bon, il y a ce parallèle et il se fait ce parallèle-là. On viendra sur l'origine de ça. Et pendant le film, alors c'est drôle parce qu'il y a l'opéra hein, évidemment, mais il y a des reprises un peu jazzy, notamment de Bobby Ouais. Darin là. Plus je connaissais ce morceau, je sais pas si je l'avais pas entendu dans un film avant. D'ailleurs, Moi, ça m'a dit quelque chose. Je ne le connaissais ouais. pas comme ça, mais je me suis dit, j'ai déjà entendu quelque part. Donc, je me suis Peut-être, dit, là. alors, c'est peut-être un film de Scorsese ou un truc comme ça. Je sais pas pourquoi je balance ça comme ça. Parce qu'on sait qu'il aime bien prendre des standards comme ça de temps en temps. Même si le film n'a rien de scorsésien, hein, c'est juste. Mm. Voilà. Mais c'est vrai qu'il y a ça. Et puis, alors, à un moment, bah, il va tuer en rythme, là, jazzy et tout. C'est presque. C'est presque. C'est pas gratuit, mais c'est pour renforcer une sorte de summum de la coolitude, alors qu'il devrait pas être cool, justement. Ça lui renforce du charisme. Et je pense que Mickey il s'amuse là-dessus, mais ça, on y reviendra avec le contexte un peu américanisé. C'est un prof d'anglais, hein, on le rappelle. Oui, ouais. Et c'est vrai que c'est marrant parce qu'il part d'un opéra allemand, enfin, comédie musicale allemande, pour l'angliciser dans un film japonais. Est-ce que Mickey ne veut pas dire aussi quelque chose sur l'influence occidentale sur le Japon? Ça serait peut-être trop facile, mais je sais pas ce que Oui. tu en penses. Et en fait, j'étais un peu perdu sur ce truc-là aussi. C'est-à-dire que, alors, je sais pas du tout si c'est dans la light novel de base ou pas du tout, ce genre de choses. Je sais pas du tout Aucune idée. d'où. Si jamais il y en a qui l'ont lu, ou même le manga, Ouais. n'hésitez pas à nous le dire. Mais je crois que sur le côté américain du personnage, on développera en spoiler, je crois que Oui. c'est vraiment rajouté par Mickey, mais à vérifier. Voilà. Bon, Mais c'est vrai qu'on c'est l'a très pas curieux. précisé, on n'a pas lu le bouquin, on n'a pas Ouais. lu les mangas, donc vous pourrez rajouter votre pierre à l'édifice en commentaire à ce niveau-là, bien sûr. Mais c'est plus curieux parce qu'effectivement, je trouve que la séquence de fin, rajouter cette musique ironique sur des séquences
dures, qui sont violentes, qui sont chocs, pour effectivement lui donner une sorte d'aspect un peu cool, un peu badass, un peu renforcer le côté un peu jouissif de la séquence. Il y a, je trouve que vraiment, tu parlais de Battle Royale, il y a vraiment quelque chose dans cet ordre-là, parce que Battle Royale avait quelque chose de profondément jouissif dans cette idée vraiment de défragmenter au sens strict du terme ces ados, et en même temps quelque chose de profondément tragique en fait. Et c'est pareil, c'est toujours cette idée-là où tu es un peu le cul entre deux chaises. Je pense pas que derrière ça, il y ait une sorte de complaisance dans la violence. Moi, je pense pas du tout. Je pense qu'il y a vraiment ce jeu d'ambiguïté et de te laisser à toi, spectateur, te laisser actif. Et voilà, te dire, c'est toi qui tranches, c'est toi qui interprètes ça comme tu as envie de le faire, même si évidemment, il met sur une voie parce que justement, il crée cette voie de l'ambiguïté. Mais c'est malaisant en fait. Et c'est pour ça que le film est pour le coup vraiment réussi, je trouve, parce qu'on n'est pas à l'aise dans ce qu'on est en train de voir. On est en train de kiffer un truc qu'on devrait pas kiffer. Et c'est bizarre, c'est très bizarre. Et il nous fait une approche à l'américaine un peu à la Tarantino, hein, cela. Parce que bon, on Bah, sait tout à qu'il fait. est, il a été ami avec Tarantino, ce qui évidemment, Western Django, il y a Tarantino dedans. T'as presque ici, à la fois le clin d'œil comme ça, mais aussi, ouais, mais la violence qui vient vraiment de l'Amérique, depuis le début, enfin, le Japon, bah, Hiroshima, Nagasaki, Mmh. déjà. Mais l'américanisation du Japon a ramené peut-être quelque chose aussi. Il suffit de voir Mmh. certains films de Kurosawa après Nagasaki, Hiroshima, où il nous fait des films de gangsters un peu, Mais avec chez Jean-Gilles Fukasaku aussi, il y a ça aussi, Jean hein, dans les films de Fukasaku, il y a aussi ça aussi. Donc, Et c'est vrai que là, ça fait un peu. Tu vois, quand il fait le truc cool, gratuit, ça tue avec du jazz américain, je pense qu'il y a aussi un message derrière. C'est pas que, il faut pas voir que le côté cool. oui, bien sûr. Mais je pense que il faut aller dans la zone spoiler là, parce que non. Oui, parce que c'est difficile en fait de parler de l'origine entre guillemets de tout ça, c'est Ah compliqué. oui, l'origine du mal. Ouais. Spoiler, très bon film, l'origine du mal d'ailleurs, de Sébastien Marnier, mais ça C'est très c'est bien, un ouais, autre débat. effectivement. C'est intéressant. Et alors, oui, parce que le film s'ouvre, alors, bah, sur un flashback, enfin, un flashback non, mais sur l'origine story. Parce que notre tueur, alors on va le comprendre très vite, mais bon, notre tueur qui a 14 ans, donc, voilà, qui va faire ses premiers crimes, hein, il va tuer ses parents et son tuteur, là, où on le voit apparaître, descendant nu de sa chambre, tiens, hein, l'écho. Oui, Bon, voilà, il s'est et comme si débarrassé effectivement de tout le oui, poids comme de la s'il société. embrassait le chaos en se débarrassant, voilà, de toute la société pour embrasser le chaos, en fait, vraiment, il y a ce C'est truc-là. ça. Et on apprend alors que visiblement déjà il manque d'empathie dès le début, mais c'est la faute des autres enfants. On a ce discours-là, c'est-à-dire que les parents, je sais pas si elle parle avec le tuteur ou son mari, je sais pas au début, mais bon, ils se posent la Oui, question de pourquoi il est comme ça. Et ils se disent c'est la faute des autres. Est-ce que le gamin a été harcelé ou pas? Alors visiblement c'est pas ça, parce que sinon ça serait trop simple. C'est eux qui s'imaginent et il se met à nu pour aller tuer. D'ailleurs très très belle scène parce que la porte s'ouvre, et cut vers le ciel comme ça, pouf, avec une oui. antenne vers l'antenne vers le ciel comme ça, cette antenne qui représente le monde moderne hein, d'ailleurs d'une certaine manière. Et qu'est-ce qui se passe dans cette scène d'intro? En fond, c'est la mère qui fait jouer le vinyle de l'opéra de Mmh. Katsu de Brecht. C'est comme si ce disque-là, c'est une sorte de litanie un peu, enfin c'est une Mmh. ritournelle plutôt. C'est un peu crispant même, hein, écoutez comme ça. Mais C'est c'est comme si c'était ce truc qui a tourné dans sa tête et qui lui a réveillé le mal. Bon, mais c'est on va très c'est dire que très, moi, je pense à Argento beaucoup et au Frisson de l'angoisse, en fait, avec la comptine du tueur aussi, ah oui, quand il tue son père sa mère, pardon, qui ah oui, Profondo poignarde quand il est Rosso, ouais, enfant. ouais, 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 c'est et il y vrai. a il y a Ah cette oui, ritournelle qu'il entend au moment où il abat sa mère, pour le coup, enfin, il abat, pardon, son père, excuse-moi, c'est son père qui le tue. Et il y a ce truc-là, en fait, vraiment, je trouve, c'est de l'hypnose. Il y a une forme d'hypnose. ouais. C'est comme si le mal s'était inscrit sur la musique. Ah ça, c'est très étonnant, ça. Et que ça réveille sa folie systématiquement, exactement comme très souvent chez Argento, les tueurs remettent en route le disque qui permet la comptine qui les permet d'avancer. C'est pareil dans, comment ça s'appelle? Qui est pas forcément un très bon Argento, mais dans Le sang des innocents et cetera, il y a une petite comptine aussi que les 2 policiers doivent aussi, on va dire, désosser pour essayer de comprendre où sont les origines du mal. Donc il y a ce lien effectivement entre la musique et le trauma aussi qui est intéressant. C'est marrant parce que dans Suspiria, même si la musique est extra-diégétique, hein, Goblin, ça fait un peu sorte de musique Oui, de fond là, ouais, le mal les rôde, on sait comptines, pas ouais. trop. C'est vrai que c'est intéressant ça. Et puis alors, bon, il y a tout ça, donc du coup on comprend pourquoi Mac the Knife, qui est une reprise américaine de ça, parce que entre temps, alors ça c'est un pur rajout miquesque apparemment, et j'ai envie de le questionner ce rajout miquesque quand même. Ouais. Avait-on besoin de savoir, bon, qu'il avait fait des études aux États-Unis, ça pour être prof d'anglais, bon, bah, c'est pas une surprise.
mais qu'il a rencontré là-bas un tueur en série qui ressemble un peu à Jeffrey Dahmer. Hein. Enfin, il y a quelque je sais pas. Et donc, il a fait à Miami, entre guillemets, pas à Miami, hein, mais je sais pas où d'ailleurs où il était, quelque part aux États-Unis. C'est précisé, hein, mais je me souviens Oui, plus. oui, puisqu'ils Et, enquêtent sur lui, effectivement. et les deux sont devenus des partners in crime. Hein. Hey, partner! D'ailleurs, quand il y a de l'anglais, quand il entend après son ex-coéquipier parler, on a l'impression que c'est de l'anglais, mais tu sais, c'est de l'américain cliché absolu, quoi. C'est presque du western indirect, d'ailleurs, c'est western gangstériste, etc. Et donc, il a été associé avec cet homme, on voit des sauts de sang et tout, qu'il a tué. Il a fini par tuer son équipier parce qu'il ne pouvait plus le supporter non plus. Voilà. Et alors, ce coéquipier vient le. Alors, est-ce qu'il vient le hanter, selon toi, ou c'est juste des souvenirs? Parce qu'on n'a pas parlé des corbeaux encore. Mais il y a tout Voilà. ça aussi avec Au niveau de Guy la mémoire Moumine et de la aussi, pensée de Odin, il y a beaucoup. voilà. Non, mais Et qu'est-ce que tu en il fait des penses, toi, références de à plein cette de histoire trucs. qu'est-ce que tu en penses de cette histoire de coéquipier américain, enfin, je sais pas, qui est en lien avec l'arme, hein, d'ailleurs. Hein. C'est lui le body horror de l'arme, hein, Mais tout à fait, c'est lui qui, à un bout d'un moment, se greffe littéralement sur l'arme, où on voit son œil qui est complètement greffé juste au bout du canon. C'est vraiment très très bizarre ce truc-là. Je trouve ça intéressant parce qu'amener effectivement en fait, le mal est déjà présent chez lui, déjà de base, puisqu'on sait que 14 ans il a tué, et que finalement. Mais il y a presque ce truc-là aussi. Il y a quelque chose peut-être par rapport aux États-Unis, effectivement, d'avoir été. Le mal vient de là-bas aussi. Il y a quand même ce truc-là un peu étrange, en fait, où je ne sais pas vraiment quel est le discours qu'il veut poser derrière ça, mais moi j'ai cette impression-là quand même qu'il y a quelque chose effectivement qui le hante. Je ne sais pas s'il y a une idée de fantôme est vraiment dans le fantastique, mais on a quelque chose en tout cas où il y a quelque chose qui psychologiquement, psychiquement le hante et ancré. Et ce truc-là, ce personnage-là, qui est effectivement une sorte de fantôme qui, une fois qu'il l'a tué, demeure. Est-ce que c'est sa culpabilité? Je ne sais pas vraiment. Mais il est quelque chose, presque sa pulsion, en fait. C'est vraiment presque une incarnation de sa pulsion. Je me suis même posé la question en voyant le film si ce personnage avait vraiment existé, en fait. C'est une question que je me suis Ah! posée. Est-ce que tout ça n'est pas que un prétexte qui se donne pour avoir tué aux États-Unis? Est-ce que vraiment ce perso existe? Est-ce qu'il n'est pas que la pure projection, en tout cas, de Ouais, son mal-être psychique, en fait? Et je me suis vraiment posé cette question-là parce que finalement, comme il apparaît effectivement dans ce flashback, mais on part du principe que ce n'est que sa perception à lui, du personnage, enfin de notre prof, pour le coup, qu'on suit. Et après, on nous montre effectivement pendant la séquence finale, pendant que la Max, on ne montre que sa perception, à quel point ça biaise le réel. Et d'ailleurs, il y a les passages au niveau de la colorimétrie qui sont très étranges quand on vient aux États-Unis. La colorimétrie, l'étalonnage est hyper étrange. Et on a presque l'impression de quelque chose qui est de l'ordre du fantasmé, en fait. Et je ne savais pas trop, en fait, dans quelle mesure ce qui est là n'est pas la représentation de simplement de on va dire la projection de sa psyché, plutôt que véritablement ce truc-là. Et en même temps, c'est prenable, on peut très bien le prendre en disant effectivement, il y a bien quelqu'un avec qui il a commis un certain nombre de crimes. Avec ce plan, moi que j'aime bien quand il le fait cramer dans la poubelle avec les dents qui gigotent, qui m'a fait beaucoup penser. Alors ça, c'est une référence qui n'a certainement aucun lien pour Mickey, mais au plan avec dans Fargo, pareil, où il maintient les jambes truc au-dessus de la broyeuse, où Peter Stormer tient. Et ce plan-là m'a fait beaucoup penser à ça. Je ne sais pas pourquoi, violence mais je américaine. trouvais ça très bien. Ouais. Violence à l'américaine. Pourquoi pas? Et frère Cohen aussi. Hein. Mais c'est vrai que c'est intéressant que. On a l'impression que ce mal américain, en plus, est venu. Enfin, c'est comme si un autre mal est venu Oui. réinjecter son mal originel. Donc, l'Amérique qui vient remettre du mal au Japon indirectement. Après, c'est peut-être un peu tordu, mais qu'est-ce qui lui est arrivé entre le meurtre de ses parents et ce voyage en Amérique? Visiblement, est-ce qu'il a tué d'autres gens entre-temps? Mm. Est-ce qu'il s'était soigné en quelque sorte et que Ouais. là-bas, en réécoutant en fait, c'est peut-être bêtement la chanson, parce que quelque part l'opéra de Katsu du truc allemand du début, il est allé aux États-Unis, il a réentendu une version de jazz. Je crois qu'il y a une version d'Ella Fitzgerald, de Louis Armstrong aussi. Je sais pas s'il y en a. Je sais pas si c'est dans le film, mais il y a eu plein de versions de ça. C'est peut-être bêtement en réécoutant ça, une version américaine, que ça lui a rappelé ça. Hein, bah tiens, voilà, le déclic, quoi. Ça lui a Mm. trigger, comme on dit en anglais. Ça lui a relancé Euh, le mal qu'il avait oublié. Et c'est en allant aux États-Unis qu'il a récupéré ce mal d'origine. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a le jazz à l'américaine derrière. Quoi. Mm. Euh, Il y a quand même une est-ce- mutation qui joue, c'est-à-dire qu'il tue avec un couteau au tout début. Et c'est quand même intéressant qu'il tue avec une arme à feu, qui est aussi qui ramène effectivement à toutes ces tueries de masse dans les lycées, ah etc., qui est très oui, américain aussi, évidemment. Donc je pense qu'il y a exactement. aussi ça. Tu parlais d'éléphant tout à l'heure. Alors là, c'est version Oui. prof. Mais c'est vrai que c'est ça. L'arme à feu, le gars qui va tuer de façon très froide plein de jeunes et tout, malheureusement, c'est une réalité aux États-Unis.
Et c'est vrai que ça donne vraiment l'impression là. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de tueries de masse de ce genre-là au Japon, par exemple. Donc c'est vrai qu'on est presque dans un contexte à l'américaine là. C'est presque le mal américain qui va sur le Japon. Alors c'est pourtant Comme s'il Mickey avait ramené jusqu'ici. ça. Est-ce que Mickey jusqu'ici a été très critique envers l'Amérique? Peut-être indirectement. Bah, Sukiyaki Western Django, il y a peut-être un peu de ça, mais c'est plus subtil, quoi. Mais ça, je sais pas, il a peut-être eu besoin, ou c'est juste le roman, en le lisant, il s'est dit, ah ouais, là, il faut que j'en fasse un truc, quoi. Il faut que pas que je règle mes comptes avec l'Amérique. Et il a quand même participé à un épisode Master of Horror. Il a peut-être gardé ça en travers de la gorge, tu vas me dire. Qui a pas été diffusé. On en a parlé, c'est peut-être ça. Ouais. Il a peut-être sorti une rancœur qui était là depuis un petit moment. Et puis alors, ouais, les trucs avec les corbeaux, là, on est dans la paranoïa cauchemardesque du personnage. Les corbeaux, alors c'est des corbeaux d'Odin qui nichent visiblement dehors et qui le jugent. Hein. Il a l'impression d'être Mmh. jugé. Il en tue un d'ailleurs et il électrifie le truc. Enfin, c'est un truc. C'est les corbeaux qui représentent la pensée et la mémoire. C'est Mmh. intéressant ça. La Quelque chose pensée. qu'on retrouve, c'est un truc qu'on retrouve dans d'autres de ses films. C'est-à-dire que c'est un truc qu'on va retrouver dans Ichi the Killer, les corbeaux aussi. Il y a quand Eh même quelque oui. chose qu'on retrouve qui est assez Et récurrent Crow chez Zero, Mickey bon, bah Crows, et hein, Crow Zero, tout à fait. mais Ichi the Killer, j'y ai beaucoup pensé à certains moments quand même. Il y a une forme, hein. Oui, C'est moins fouillis niveau mise en scène. C'est beaucoup plus posé ici, enfin posé, toute proportion gardée quand même. mmh, Mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a une réponse à Ichi the Killer. Puis alors, il y a cette fin. Alors là, bon, il y a une ouverture. Tu sais, c'est to be continued ou pas. Bon, sachant qu'il y oui. avait des mangas qui commençaient à être imaginés plusieurs volets, ils se sont dit peut-être que s'il y a du succès, ils lui ont dit à Takeshi Miike, fais-nous une fin ouverte au cas où. Bon, visiblement, s'il y a fin ouverte, je pense pas qu'il y aura une suite un jour. Quoiqu'avec Mickey, il faut toujours se méfier. Mais On alors, sait la jamais. fin, voilà, la fin nous présente ça comme un jeu et rentre dans le jeu du je vais paraître comme fou. Ce qui colle pas du tout avec le personnage. Sur le moment, on peut pas l'imaginer plaider la folie. Et pourtant, avec ce qu'il voit, les corbeaux, ce flashback et tout, n'est-il pas au final pris d'une certaine folie? Et là, je m'adresse à toi, le philosophe, le mal et la folie. Ici, est-ce que tu penses que l'ambiguïté nécessite d'être tranchée ou pas là, sur ce film? Parce que il y a cette fin où on essaye d'imaginer qu'en fait, ce mal absolu, soi-disant, ce serait une forme de folie. Mais à ce moment-là, tout mal pourrait être, on va dire, avoir des circonstances atténuantes au jeu de la justice, par Mmh. exemple. Il est la fin est ultra ambiguë, en fait. Moi, j'avoue que je sais pas du tout comment trancher, si vraiment il tranche non plus. Surtout qu'il y a ce plan très étrange où il regarde la jeune fille qui a rési parce que bon, il y a tout un truc effectivement où il y a 2 personnages qui survivent, en ayant justement en ayant fait, passer il y a plein de trucs qui est intéressant, je pense juste à ça très vite, je rebondis sur ces trucs-là. Il y a plein de petits fusils de Chekhov ou de foreshadowing qui est vachement bien foutu, pour le coup avec certaines paroles de certains personnages, je sais pas comment on appelle ça, le toboggan d'évacuation et cetera. Des choses qu'on sait très bien qui vont être utilisées, qui sont plutôt vraiment bien amenées globalement et il y a effectivement ce couple qui reste, on va dire ces 2 élèves qui restent et il y a ce plan où on bascule encore une fois dans sa perception et où il voit parce qu'il dit qu'il est en train de finalement il traque des démons, il détruit des démons. Est-ce que ce sont ses propres démons ou les démons de la société japonaise? Je ne sais pas dans quel sens il entend. Et on a ce plan sur cette jeune fille qui reste et son œil blanchit énormément. Elle a un des 2 yeux qui est blanchi. Et à partir de là, oui, effectivement, on a cette idée quand même qui est déjà instaurée avec le fusil, et cetera, qu'il y a quand même quelque chose qui a trait à, moi, je pense que Mickey part quand même sur le fait qu'il perçoit le monde de manière biaisée, de toute façon. Donc il y a forcément quelque chose, il est empreint d'une certaine folie malgré tout. Ce qui ne l'empêche pas d'être extrêmement calculateur, et cetera aussi. Après, c'est une sorte de monstre psychique parce que bon, il y a à la fois des traits parfois psychotiques et à la fois des traits pervers. C'est déjà le problème, entre guillemets, qui faisait qu'Hannibal était déjà une sorte de monstre qui est quelque chose de psychiquement pas réaliste parce qu'il est trop calculateur pour être psychotique et en même temps, ses comportements psychotiques ne collent pas avec son fonctionnement, entre guillemets, pervers, manipulateur, et cetera. Donc là, on est un petit peu entre les deux. J'avoue que je sais pas trop. En même temps, c'est pas important pour moi dans la mesure où il a une sorte d'émanation purement symbolique en fait. Et ce qui m'intéresse, c'est pas tant de savoir quelle est la réponse que donne Mickey ou quelle réponse je dois trancher, que ce qu'il me dit de la société japonaise, ce qu'il me dit de la condition humaine, que je trouve est plutôt est intéressante là-dessus en fait. C'est un film qui m'a fait, là la fin m'a fait énormément penser à d'autres films. Je trouve que le film fait des coups à plein de trucs. M'a fait énormément penser au seul film de Bill Paxton qui s'intitule Emprise, qui est un film absolument incroyable. C'est une parenthèse dans lequel il y a un père
C'est au fin fond des États-Unis, un père qui est complètement pétri de religion, si je puis dire, et qui est tueur en série et qui bute des gens sauvagement à la hache parce qu'il est convaincu que ce sont des démons et que Dieu lui a demandé de tuer ces démons. Et il va éduquer ses enfants pour leur apprendre à être des chasseurs de démons et à tuer des gens. Et il y a toute cette ambiguïté-là continuellement de se dire, est-ce que ce père est fou ou est-ce qu'il a vraiment reçu un message de Dieu qui lui révèle qui sont les démons qui sont cachés parmi nous. Et à ce moment-là, j'ai à peu près le même truc parce que le film, alors Bill Paxton est, le film est ambigu et je trouve qu'il y a cette même ambiguïté. C'est-à-dire qu'on nous révèle quand même quelque chose à travers sa perception, la perception du personnage, et en même temps en ambigu. Alors je veux pas spoiler je veux pas spoiler la fin non plus à l'intérieur ici parce que les gens ne sont pas prêts non plus à voir la fin. On n'est pas là pour spoiler en prise, mais je trouve qu'il y a ce truc-là que j'ai retrouvé là en fait. Et ce qui m'intéresse encore une fois, c'est pas tant qu'il tranche que ce qu'il me dit de la société japonaise, ce qu'il me dit de la condition humaine en même temps en fait. Et c'est là-dessus que je resterai en fait sur cet entre-deux qui me paraît intéressant. Parce qu'à la fois effectivement c'est intéressant d'en faire un personnage calculateur et en même temps ça ne me paraît pas incompatible de montrer que, symboliquement en tout cas, de montrer que ce personnage a une perception totalement biaisée du réel, parce que de toute façon, c'est presque une sorte c'est intéressant qu'il fasse appel à plein d'éléments mythologiques, en fait, c'est presque une sorte d'incarnation mythologique du mal, en fait, et je trouve que c'est intéressant pour ça, en fait, c'est pour ça que, voilà, j'attends pas vraiment qu'on tranche, mais je sais pas ce que tu en penses, toi. Non, c'est ça, il faut si Mickey aussi s'en amuse. Il va s'amuser avec Oui, les spectateurs un petit peu. Puis c'est intéressant, c'est que les 2 survivants, quand on y pense, ce sont ceux qui ont réussi à se mettre à nu, parce qu'il y a une histoire de tout à fait, subterfuge. ouais. C'est intéressant. Et eux, peut-être avec ce traumatisme-là, s'il devait y avoir une suite, limite, je me concentrerais sur ces 2 qui pourraient rentrer dans une forme de folie derrière aussi, Mmh, de traumatisme. D'ailleurs, les personnages qui meurent avant, là, il y a un petit moment d'émotion quand même, hein, quand il y a les 2 petits tourtereaux là, un peu timides, tout à fait, ouais. c'est triste. L'archer, hein, d'ailleurs, hein, la scène numérique qui tue dans le film, hein, où les balles dévient l'arc. Bon, on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a, tu vas me dire. Mais c'est vrai que c'est un peu triste leur mort aux 2. Moi, j'aurais aimé qu'ils s'en Mmh, sortent. Mais justement, Mickey, il s'en ouais. amuse. Parce que tu vois là, ces 2 personnages un petit peu timides, machin, c'est un peu, comme à la fin de Battle Royale, quoi, hein. Mais tout à fait, ouais. Je pense qu'il joue aussi sur ça. Il ressemble un petit peu au personnage principal de Battle Royale, le petit timide, là, si on veut. Là. Ben, il est un peu plus timoré quand même. Parce qu'à la fin de Battle Royale, le héros, il est moins timide et moins doux, hein, Ouais, tout à fait. forcément. Mais c'est intéressant, parce que je pense qu'il a dû jouer sur ces codes-là. Mais il n'y a pas de Kitano ici. Il y a pas de Kitano. Je ne sais pas si Kitano et Mickey se sont déjà croisés dans leur carrière. Ça me dit rien, mais ils ont des carrières, ils ont des acteurs en commun. Hein, donc. Mais bon, on peut refermer la zone spoiler parce que c'est un film beaucoup plus riche. Plus on avance dans nos discussions mickesques et plus, bah, c'est normal. Ça gagne en Mmh. richesse parce qu'on commence à bien connaître le bonhomme aussi. Mais même quand on le connaît, il arrive. Bah, c'est Mais pas tout à qu'il fait. arrive à nous surprendre, c'est qu'il arrive à nous apporter d'autres choses. Et comment conclure sur ce Lesson of the Evil? Est-ce que c'est une bonne porte d'entrée pour Mickey, tiens, par hasard? Bon, ah, pourquoi pas? C'est pas un film difficile d'accès en fait, comparé à d'autres, c'est pas très compliqué en fait. Ouais. Il y a quand même quelque chose d'un peu grand public quand même mine de rien, ça passe assez facilement, ça tente pas trop de choses, c'est pas trop chelou quand même. Ça reste assez et en même temps, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que c'est pas trop chelou en tout cas sur l'approche graphique en particulier, ça reste vraiment assez facile d'accès. Je veux dire, c'est pas Visitor Q par exemple qui est peut-être plus difficile et Non, plus rêche en termes d'accession ah oui, et en Reich, même c'est temps, ouais, je connais pas d'autre mot que rêche, mais voilà, astringent. C'est un film astringent. Heu, alors que là, je trouve que, mine de rien, c'est facile quand même de rentrer dedans, moi même si moi j'ai vraiment ce petit bémol sur le début que je trouve un peu laborieux. Mais globalement, et je trouve justement, c'est à travers ce truc un peu grand public, pour le coup, à l'intérieur, quand tu commences à creuser, c'est pas super agréable et je trouve ça cool. Là, on retrouve un peu le Mickey qui est pas agréable et qui va titiller des choses qui font mal. Mais il passe par une forme un peu plus enjoyante, si je puis dire ça comme ça. c'est ça, c'est qu'il reprend une light novel un petit peu en mode seinen, hein, c'est plutôt pour les jeunes adultes. Et il essaye de pousser, voilà. Il dit voilà, les jeunes adultes, vous aimez ça, mais enfin, jeunes adultes, vous allez devenir adultes, vraiment. Je pense qu'il y a un petit peu de ça aussi, tout en étant, j'allais dire ludique, peut-être pas, mais ça va attirer l'adolescent, ce film, clairement. Mmh, Quand on voit un film comme ça, on redevient l'adolescent qu'on a un peu été, avec un petit mmh, peu d'envie d'hémoglobine, gentiment et tout, mais toujours, et de toute façon, c'est un petit peu ça aussi le film horrifique au sens large, toujours avec une réflexion sur le monde et la société et l'humain.
On en parlait des fois en off, mais le style horrifique, même si c'est maintenant tout fusionne, hein, il y a une porosité des genres dans le cinéma de plus en plus, et encore heureux. Mais ce Ouais. style-là, c'est le cinéma le plus politique au sens police, hein, des gens, quoi, qui parle le plus Ouais, des gens et de la ouais. société. Et là, on y est. Hein, le microcosme japonais, il vole en éclats. Et c'est pas que du. Oui, on peut le. Alors, les personnes qui regarderaient le film en mode pur, ouais, bon, peut-être pas montagne russe non plus, mais défouloir, ça marche aussi. Mais même en voulant le voir en mode défouloir, il y a quand même des trucs derrière. Si vous ressortez pas avec quelques questionnements, c'est Mmh. que vous êtes endormi devant. Et je pense pas qu'on puisse trop s'endormir devant. Peut-être au début, il y a peut-être des gens. Ah oui, il faut pas zapper. Tu te dis, c'est vrai que si tu cherches un pur slasher, il faut les enquiller les 30-40 premières minutes quand même. C'est Mmh. voilà. Et puis C'est le premier meurtre est laissé complètement hors champ, en fait, quand tu t'attends à un slasher. Le 1er meurtre qu'on est censé voir, en tout cas quand on est dans le moment présent en tout cas, le 1er meurtre qu'on est censé voir, on ne le voit pas en fait du tout. Il est vraiment laissé complètement hors champ, ce qui permet de créer l'ambiguïté s'il y en avait une vraiment sur, oui. l'identité, bon il y en a pas vraiment parce que l'affiche en fait déflore immédiatement. En fait, si vous avez vu les affiches sur le film, ça déflore immédiatement en fait le principe. Voilà. Mais effectivement, il y a ce truc là en fait, il y a je trouve ça, je dirais la question, elle est intéressante. Je pense que les questions peuvent vous venir justement parce que c'est jouissif. Je trouve que c'est justement le parti pris de Mickey, c'est d'en faire une fin jouissive et parce que je la ressens comme étant jouive, je me pose la question: «Mais pourquoi je suis en train de jouir de ce que je suis en train de voir?» alors que c'est, extrêmement cruel déjà et donc je trouve que là, il y a un questionnement immédiat. C'est intéressant et c'est souvent comme ça son cinéma, Gozu, Violent Q, tout ça, Mmh, toujours. Voilà, il en donne, mais spectateur, fais gaffe aussi à ce qu'on te donne, quoi. Et puis, ouais. j'ai envie de dire, maintenant, si vous êtes ado et que vous regardez ce film, vous savez qu'il ne faut plus tricher en classe parce que ça peut mener à quelques excès, on ne sait jamais, hein. Il suffit que vous tombiez sur un professeur un petit peu borderline, voilà. Si vous apprenez que chez lui, il y a des corbeaux et tout, faites gaffe. Voilà. On ne sait jamais. Non, mais ça peut être un film à montrer, c'est au moins quelques scènes bien mixées, bien montées, pour dissuader la triche. Et et pour le coup, on peut conclure là-dessus, ça montre très bien comment les jeunes ont des stratagèmes pour bien tricher, et c'est encore pire aujourd'hui, parce qu'à l'époque, c'était les portables de 2012, quoi. Mais oui, Oui, hein, c'est vrai. boîte à portable, oui, mais ils en ont un deuxième en dessous, bien caché sur les genoux. Oui, tout à fait. Clairement, il y en a qui sont très champions. Voilà, je salue certains de mes élèves qui passent par là, qui se reconnaîtront peut-être les tiens aussi, on ne sait jamais. Bah oui, ils ont pas le droit dans le centre de l'huissier, donc je suis un peu Ah bah, tranquille, voilà, bah, toi, c'est réglé. Je suis sûr qu'il y en a qui le prennent, le droit, au fond de leur sac. Mais ça, bien sûr. voilà, bon, ça ne n'excuse pas ce qui se passe dans le film, bien évidemment. C'était une petite boutade. Mais merci Romain, en tout cas, pour cette, riche discussion, nouvelle discussion miquesque. On ne sait pas encore sur quoi on va se diriger après, mais bon, on a encore l'embarras du choix, hein. C'est un petit Oui. peu c'est un peu comme les Doubitchou de Preskovitch, hein, on ne sait que choisir, hein. Mais c'est pas la même saveur. Même s'il y a toujours un arrière-goût quand même qui fait réfléchir derrière, ça c'est sûr. Oui. Mais à vous la parole dans les commentaires, parce que si vous avez vu le film ou lu roman, manga, dites-nous d'ailleurs au passage si, il y a ces chansons de jazz et tout, passage aux États-Unis ou non dans les parce que je crois qu'il y a Mickey qui a rajouté pas mal de petits trucs là-dessus. Mais bon, à voir. Je crois que les corbeaux, ils y sont dans le roman. Il y a quand même ça. Mais, ça sera intéressant, même si comparer, c'est pas forcément tout le temps pertinent, mais là quand même voir ce que l'auteur a ajouté pour, Mmh. mettre ça Sa à sa sauce. propre patte et tout à fait. Sa patte de corbeau, du coup. Mais en tout cas, bah, comme d'habitude, retrouvez Romain sur sa chaîne. Alors en plus, j'ai beaucoup conversé avec Romain récemment, Blair Witch évidemment, mais aussi, alors je sais pas quand ça sera publié, avant ou après, mais soit c'est déjà là, soit c'est pas là, mais un petit Xavier Jeance des familles encore, Mmh. voilà, où il y a une autre question de monstre, mais traitée différemment pour le coup. Tout à Voilà. fait. Toujours de la philo de toute façon. Et bah, il n'y a plus qu'à faire le mot de la fin. À la prochaine. Ciao. Salut.